l'action sociale santé et surtout dédié aux collectivités territoriales et aux employeurs publics. Alors, on a pu déjà se déployer en la matière, en rendez-vous statut, en rendez-vous club expert, en rendez-vous territoire. Pour celles et ceux qui ont assisté à ces précédentes réunions, il y aura énormément de redites. Vous connaissez déjà probablement le support. Il est en grande partie disponible sur notre site. On voulait faire une dernière réunion pour le commenter, pour permettre également à ceux qui prennent le train maintenant d'avoir des nouvelles données, en tout cas des données fraîches, vous permettre d'échanger en posant vos questions dans le chat. Du coup, je suis accompagné de Madame Bernade, responsable du pôle CIDS, que vous voyez également à l'écran, et qui prendra le relais pour vous présenter le parcours d'adhésion. Voilà. Écoutez, on va rentrer tout de suite dans le sujet. On a pas mal de choses à évoquer. En 1h30, ça va être assez intense. Alors, si j'arrive à faire défiler mon support, voilà. Donc, on rappellera déjà dans un premier temps la réglementation. Qu'est-ce qu'on doit trouver dans cette convention de participation? Ensuite, on vous exposera du coup les garanties de la convention. On rentrera dans le détail du parcours d'adhésion. On vous reparlera du déploiement, notamment maintenant à destination des agents, parce que c'est essentiellement ça qui va nous occuper. Et bon, après, si vous voulez nous poser vos questions, vous n'hésitez pas. On vous rappellera également aussi tous les supports qui sont à votre disposition et les outils. Alors, la complémentaire santé Kesako. Alors bon, contrairement à la prévoyance où on avait quand même une très grosse part de nouveauté dans le concept, là on est sur quelque chose de beaucoup plus connu. On a tous plus ou moins déjà une mutuelle santé, on sait tous à quoi elle sert, mais l'enjeu pour le centre de gestion, ça a été de concevoir une mutuelle santé, de concevoir un ensemble de garanties qui allait à la fois répondre au texte, qui allait répondre également à vos attentes, ou en tout cas à celles des agents. Donc, ce qu'on va retrouver dedans, c'est bien évidemment la médecine. Alors, la médecine de ville, la médecine spécialisée, la prise en charge de l'hospitalisation, le remboursement des médicaments, les 3 postes très attendus en dentaire, en optique, en auditif, les dispositifs médicaux, analyse médicale et médecine douce. Voilà, donc il a fallu que selon les garanties, selon les prestations, au-delà de ce qui était obligatoire, de ce qu'on allait devoir mettre dans cette convention, il a fallu qu'on opère un arbitrage pour savoir jusqu'où on allait aller en termes de couverture. Bien évidemment, plus on couvre, plus on s'expose à une tarification élevée, mais moins on couvre, moins le contrat va être intéressant et ou polyvalent. Voilà, donc il a fallu qu'on arrive à fixer le curseur de la façon la plus pertinente possible pour ne pas aller trop loin, mais ne pas non plus aller pas assez loin. Alors, pour nous guider, petite diapo intermédiaire. Alors, pourquoi souscrire une mutuelle? Alors, évidemment, pour les garanties de base, déjà qui permettent une prise en charge complémentaire des prestations proposées par l'assurance maladie. On sait qu'il y a une prise en charge obligatoire par l'assurance maladie, et ensuite une prise en charge qu'on appelle du ticket modérateur, du reste à charge pour le patient. Donc, c'est de ça dont on va discuter avec la mutuelle. On a aussi des garanties supplémentaires. On peut aller au-delà du ticket modérateur, au-delà de ce qu'il est du 100% en base de remboursement, pour proposer des prestations, des remboursements sur des prestations qui ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie. Alors notamment sur la pose d'un implant, sur de la chirurgie de l'œil, de l'homéopathie, ce genre de choses. C'est sur ces garanties supplémentaires aussi qu'on a dû opérer un arbitrage pour savoir jusqu'où on pouvait aller, jusqu'où on devait aller. Le 100% santé, qui est un dispositif qu'on a inclus dans la convention de participation pour rendre ce contrat responsable. C'est une qualification de contrat qu'on retrouve aujourd'hui communément dans 95% des cas et qui permet une prise en charge à 100% sous condition au niveau de l'auditif, de l'optique et du dentaire.
On avait aussi la possibilité d'incorporer des services annexes qui peuvent intervenir lors de situations du quotidien ou de vulnérabilité. Transfert à l'hôpital, aide à domicile, prise en charge garde pour enfants ou même de son animal domestique. Voilà un petit peu tout ce qu'on va trouver dans un contrat mutuel et les raisons pour lesquelles il est intéressant d'y souscrire. Alors, petit rappel, parce que c'est important de bien comprendre de quoi on parle, sur les mécanismes, l'articulation finalement du remboursement. Voilà, comment est-ce que ça fonctionne? Souvent, à la lecture d'un défilé de garanties sur une mutuelle santé, eh ben, on a du mal à identifier la pertinence de certaines garanties, est-ce qu'on est bien couvert? À quel point on est couvert? On a des termes un petit peu obscurs comme BRSS, pourcentage de BRSS, participation forfaitaire, ticket modérateur. Alors voilà, qu'est-ce que c'est que tout ça finalement? Donc on va un petit peu décortiquer ça. Alors la BRSS, la base de remboursement sécurité sociale, qu'on appelle aussi tarif conventionnel, ben c'est le prix de référence établi par l'assurance maladie. C'est le prix qu'elle estime juste, le bon prix en fait, pour chacune des prestations de santé qu'elle prend en charge. Alors il existe un document absolument infini qui recense toutes les prestations que l'on peut trouver dans le milieu médical et où la sécurité sociale va y affecter un tarif. Et c'est du coup ce tarif-là qui va servir de base pour déterminer le remboursement. Alors la BRSS, attention, c'est pas forcément le prix pratiqué. Il peut y avoir des dépassements d'honoraires. Le médecin peut facturer des dépassements d'honoraires. Donc le prix réel et la BRSS sont pas toujours identiques. Alors, une fois qu'on sait ça, eh ben, par exemple, une consultation pour le médecin généraliste, eh bien, la BRSS, elle est de 30 €. Elle est de 30 €, mais la sécurité sociale ne va pas vous rembourser 30 €. La sécurité sociale va vous rembourser un pourcentage de cette BRSS, de cette base. Dans ce cas-là, c'est 70%. Et pour chacun des actes qui peuvent être facturés, eh bien, on aura un pourcentage de BRSS qui pourra être différent. 70%, 65%, voilà, il peut y avoir des pourcentages tout à fait éparses. Donc pour le généraliste, c'est 70%, ce qui fait que l'assurance maladie va prendre en charge 19 € de votre consultation chez le médecin généraliste. Ensuite, on a une participation forfaitaire qui est demandée aux patients, qui est déduite du remboursement et qui reste à charge. Elle n'est pas prise en charge au titre du contrat de remboursement frais de santé. Elle est de 2 €. Et pour finir, vous avez le ticket modérateur. Donc le ticket modérateur, c'est la partie de dépenses de santé qui va rester à charge du patient une fois que l'assurance maladie a remboursé sa part, c'est-à-dire dans le cas du médecin généraliste, les 19 €. Il concrétise la participation de chacun à l'équilibre du régime et peut être prise en charge par une mutuelle. Donc quand vous avez par exemple sur une ligne d'un contrat santé, médecin général, médecine générale, 100% du BRSS, ça veut dire que l'organisme de mutuelle viendra vous rembourser à hauteur de 100% de la base de remboursement. Donc, la mutuelle vous remboursera le delta qu'il y a entre 70% du BRSS et la BRSS en écartant les 2 € de participation forfaitaire. Alors, petit exemple pour illustrer ça. Vous avez ici 2 exemples de consultations chez le médecin généraliste, mais avec 2 souscriptions à des garanties différentes. Voilà. La première à gauche, c'est le médecin qui pratique le prix conventionné, hein, c'est le médecin secteur 1, on va dire, qui pratique la BRSS. Donc 30 €, il vous facture 30 €. Vous avez bien vos 70% des 30 € qui sont pris en charge par l'assurance maladie, 19 €, vos 2 € de participation forfaitaire, et en étant assuré 100% BRSS, la mutuelle santé viendra vous rembourser la différence jusqu'au prix conventionné, soit 9 €. Mais qu'est-ce qui se passe si votre médecin pratique des dépassements d'honoraires et que le prix de sa consultation, eh ben, elle est de 42 € parce que je sais pas, il vous a vu dans sa consultation peut-être pour 2 pathologies différentes. Voilà, donc
vous avez un dépassement d'honoraires. Alors ça ne changera pas la BRSS, qui est toujours de 30 €, ça ne changera pas le pourcentage de prise en charge, qui sera toujours de 70 %, donc ça ne changera pas le montant pris en charge par l'assurance maladie à ce titre, 19 €. C'est la même chose. On a toujours 2 € de participation forfaitaire. Par contre, ça va être sur le reste à charge que l'on va avoir une différence. Alors, soit vous êtes assuré en 100% BRSS, et à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec un scénario identique à la colonne de gauche. La mutuelle va vous rembourser 9 € et il va vous rester un reste à charge de 12 € plus la participation forfaitaire. Si par contre vous avez pris un contrat à 150% de la BRSS, là, on va prendre du coup 150% de 30 €, à savoir du coup 45 € et l'assureur ira jusqu'à 45 €. C'est-à-dire que même si le médecin vous avait facturé en dépassement d'honoraires 45 €, eh bien vous auriez un remboursement intégral, à l'exception de la participation forfaitaire, bien entendu. D'où l'intérêt, eh bien parfois, d'aller plus loin que les 100%. On a tendance à croire, par abus de langage, que lorsqu'on prend du 100%, on va être remboursé intégralement. C'est faux. Voilà, on est vraiment sur du 100% de la base de remboursement. Mais on a très souvent des dépassements d'honoraires. Alors, il faut que, bien sûr, le patient se renseigne, hein. Il peut demander, dans certains cas, un devis, voilà, pour savoir exactement comment se positionne le médecin, s'il est conventionné ou non, et j'y reviendrai. Mais voilà, donc c'est toutes des considérations à prendre en compte pour l'agent lorsqu'il va souscrire à son contrat. Alors bien sûr, il ne vous appartient pas à vous, hein, gestionnaire ressources humaines, de rentrer dans le détail de la réglementation et de l'articulation d'un contrat de mutuelle, mais c'est toujours intéressant de savoir comment ça fonctionne. Voilà. Alors, on va rentrer du coup dans le vif du sujet au niveau de la réglementation. Alors pourquoi c'est intéressant de parler de la réglementation, même si ça peut sembler vraiment rasoir? Eh ben, c'est qu'on va pouvoir fixer le cadre de ce qu'il est possible de faire ou non. Que ce soit en matière de typologie de contrat, quel type de contrat on peut souscrire, quel type de contrat on peut mettre en place, quel type de contrat on n'a pas le droit de mettre en place parce qu'il y en a. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce contrat? Qu'est-ce qu'on doit trouver dans ce contrat? Au minimum, en tout cas. Alors, le cadre légal, c'est quelque chose que vous devez sans doute connaître, puisque c'est un discours qu'on a tenu également pour la prévoyance, puisqu'on est aussi dans le cadre d'une convention de participation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'obligation, elle pèse sur l'employeur territorial. Elle ne pèse pas sur l'agent. L'agent n'a pas une obligation d'adhérer au contrat, il n'a pas une obligation de souscrire. On reste toujours dans le domaine facultatif, en tout cas pour l'agent. L'obligation, elle pèse sur l'employeur territorial. L'employeur a l'obligation de proposer une solution assurantielle en matière de santé. Voilà, vous devez mettre quelque chose sur la table. Vous devez mettre un contrat dont les agents peuvent se saisir ou non. C'est à prendre ou à laisser, mais en tout cas, il doit y avoir quelque chose. Vous ne pouvez pas, sous prétexte qu'aucun agent n'est intéressé, voilà, personne ne souhaite adhérer, parce que vous avez peut-être 2 ou 3 agents dans la collectivité, que ça n'a pas fait mouche, ça n'intéresse personne. Donc vous vous dites, bon, on va attendre éventuellement que quelqu'un soit intéressé. Alors, effectivement, hein, ça aurait pu être un bon raisonnement, mais réglementairement parlant, ce n'est pas possible. Il doit y avoir quelque chose sur la table. Peut-être que le contrat ne fera jamais l'objet d'une adhésion, mais il doit exister. Et 2 possibilités s'offrent à vous. Soit convention de participation, soit contrat individuel labellisé. Il ne peut pas y avoir de choix tiers. Le décret de 2011 qui régit les modalités de mise en place de ces contrats ne vous offre pas de proposition, de choix alternatifs. On n'est pas comme en assurance statutaire où vous avez la possibilité de mettre en place un contrat groupe. Que ce soit une convention de participation ou un contrat groupe, on reste dans du contrat collectif. Mais les modalités
comment dire, de mise en place du contrat sont différentes. Un contrat groupe, vous pouvez le mettre en place de façon arbitraire, vous pouvez être démarché par un assureur, sa proposition vous satisfait, et du coup, vous souscrivez, vous le mettez en place. Par contre, en matière de convention de participation, il y a des règles précises à suivre, notamment dans le cadre des marchés publics et de mise en concurrence des candidats. Voilà, avec toute une logistique à avoir et des étapes à respecter qui garantissent que le contrat est conforme aux attentes réglementaires. Si ce n'est pas, si vous choisissez un contrat groupe et que vous demandez du coup l'avis du CST pour sa mise en place, évidemment que vous aurez un retour défavorable puisque ça ne répond pas aux critères réglementaires. Voilà, il n'y a pas de mise en concurrence. Et ce contrat pourra faire l'objet d'un recours. Surtout que vous n'avez pas la garantie à ce moment-là qu'il répond bien aux critères de labellisation, puisque la labellisation ne peut être donnée que dans le cadre d'un contrat collectif. D'un contrat, pardon, individuel. Désolé. La labellisation ne peut être donnée que dans le cadre d'un contrat individuel. Il n'y a aucun organisme national habilité à certifier un contrat groupe. Voilà, ça n'existe pas. Du coup, en l'absence de labellisation, vous ne pouvez pas participer financièrement. Voilà, parce que j'en parle et j'insiste là-dessus parce qu'on reçoit des saisines sur le sujet. Du coup, j'essaye de beaucoup sensibiliser là-dessus pour que les collectivités ne se retrouvent pas dans une situation délicate, voilà, à ce sujet. Donc, si la convention de participation du centre de gestion ne trouve pas grâce à vos yeux, ce qui peut tout à fait être le cas, je ne vous encourage pas à partir dans un contrat groupe, je vous encourage plutôt à partir sur de la labellisation. Voilà. Ou éventuellement à mettre en place votre propre solution contractuelle, mais elle ne sera pas forcément pertinente. Et là, je rebondis sur des conversations que j'ai pu avoir avec des petites collectivités. Et je me permets vraiment d'insister dessus. J'ai eu des petites collectivités comptant 2-3 agents qui souhaitaient mettre en place leur propre convention de participation. Alors, sachez que l'essence même de la convention de participation suppose une mutualisation des cotisations et des prestations. C'est parce qu'il y a beaucoup d'agents qui souscrivent, qui adhèrent, que l'on a une inertie du contrat, une stabilité du contrat dans le temps. On est exactement sur le même principe que pour l'assurance statutaire, notamment sur le petit marché. C'est parce qu'il y a beaucoup de collectivités qui souscrivent, qu'elles s'équilibrent les unes les autres par rapport à leur sinistralité, et que l'on peut avoir une continuité de tarification qui est intéressante et qui va se contrebalancer. Si vous avez 3 agents dans le cadre d'une convention de participation et que l'un d'entre eux a, par malheur, une consommation excessive en matière de santé parce qu'il lui est arrivé un pépin majeur, vous allez avoir un déséquilibre total du contrat d'une année sur l'autre, avec une rehausse tarifaire parfois peut-être tellement importante qu'elle va se conclure par une résiliation unilatérale de l'assureur. Donc, ce ne sont pas des échelles qui sont intéressantes à mettre en place. On va retrouver des échelles intéressantes au niveau d'une communauté d'agglo, peut-être d'une communauté de communes, du département, d'un centre de gestion. Voilà. Donc, petite collectivité, ne vous lancez pas là-dedans. Ça va clairement se retourner contre vous. Partez sur de la labellisation si la convention de participation du CDG ne vous convient pas. Voilà. On est vraiment sur du conseil. Alors, du coup, convention de participation ou contrat individuel labellisé. Voilà. Si jamais vous souhaitez plus d'informations sur les contrats individuels labellisés au niveau des mutuelles, je vous encourage à consulter la liste qui les recense. Vous trouverez sur notre guide le lien qui mène vers la page dédiée. Voilà. Alors, rapidement, convention de participation, donc je vous l'ai dit, procédure de mise en concurrence des compagnies d'assurance au travers d'un appel d'offres public. Vous avez la garantie qu'on respecte les conditions légales de mise en œuvre et de sécurisation juridique. On sélectionne un seul opérateur, un partenaire, pour un contrat d'une durée de 6 ans. Voilà. Sachant que, et on y reviendra de toute façon, les tarifs sont bloqués pendant 2 ans, exactement comme pour la prévoyance. Ensuite, vous avez les contrats individuels, donc je ne reviens pas dessus, c'est l'agent qui fait son marché. C'est l'agent qui sélectionne le contrat auquel il souhaite souscrire. Il revient vers vous avec un certificat de labellisation qui atteste que le contrat répond bien aux critères réglementaires. Et là, si la collectivité a choisi la labellisation,
vous pouvez participer financièrement. Par contre, si la collectivité a choisi la convention de participation, même si l'agent vous présente un certificat labellisé, vous ne pouvez pas participer dessus. Vous introduisez un avantage préférentiel. On y reviendra également. Voilà pour le cadre légal. Alors, ça c'était sur la typologie de contrat, la forme de contrat retenue. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve dans le contrat de mutuelle santé au niveau des garanties? Alors, on était quand même assez pieds et poings liés, hein, si j'ose dire, sur la détermination des garanties. C'est le Code de la sécurité sociale, dans son article L911-7, grand 2, qui nous donne les grandes lignes. Tout d'abord, la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce ne sont que des mécanismes de renvoi d'articles absolument assommants et qui donnent mal à la tête. Vous avez par contre aussi le forfait journalier hospitalier et vous avez ensuite les frais en sus des tarifs de responsabilité pour les soins dentaires prothétiques et d'orthopédie dentofaciale. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces éléments-là sont précisés par un autre décret, vous voyez, c'est d'une simplicité absolument enfantine, qui va rentrer un peu plus en détail. Et alors, ce décret-là, qu'on connaît tous un peu mieux, puisqu'il est pas mal vulgarisé, c'est le panier de soins. Voilà, donc en gros, ce qu'il faut absolument trouver dans un contrat de mutuelle santé, convention de participation ou labellisation, c'est le panier de soins. Donc dans ce panier de soins, vous avez déjà la couverture du ticket modérateur dans son intégralité. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'à aucun moment dans un contrat de mutuelle santé, vous ne pouvez descendre en dessous du 100% BRSS. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir du 90% BRSS. Ça, c'est pas possible. Au moins du 100%. Vous avez la prise en charge sans limitation de durée du forfait journalier hospitalier, ce qui correspond aux frais d'hébergement d'un séjour. La prise en charge, et là on va un petit peu plus loin, à hauteur de 125% minimum des tarifs sécu pour les frais dentaires prothétiques et d'orthodontie. Donc là on n'est plus à 100%, du coup le ticket modérateur dans son intégralité, on va un peu plus loin. Voilà, 125% pour ces garanties-là, et ce 125%, vous le retrouverez dans les grilles de couverture. Et ensuite, on a la prise en charge forfaitaire pour une période de 2 ans pour les lunettes. Alors, dans les prix que vous voyez, le décret l'indique, hein, on a les montures qui doivent être incluses dedans. Donc, par exemple, 100 € minimum pour les corrections simples, c'est monture incluse. Voilà. Pareil pour les autres. 150 € pour les corrections mixtes, simples et complexes. 200 € pour les corrections complexes. Voilà un petit peu pour le panier de soins. Possibilité également, je dirais même nécessité en fait, nécessité absolue d'inclure dans le dispositif, enfin dans la couverture, le dispositif 100% santé, qui fait de ce contrat un contrat responsable, ce qui est aujourd'hui le standard, hein, c'est ce qu'on va retrouver de façon quasi systématique. Donc le dispositif 100% santé, sans pour autant rentrer vraiment dans le détail, il se décline à la fois pour les yeux, pour les dents et pour les oreilles. Donc pour les yeux, très rapidement, j'ai essayé de synthétiser ça, mais bon, ça reste assez complexe, je ne maîtrise pas forcément tous les tenants et les aboutissants, mais en gros, sous respect du parcours de soins, hein, parce qu'on est toujours dans ce cadre-là, vous pouvez demander à l'opticien son offre 100% santé. Il va du coup vous proposer déjà des montures 100% santé, ainsi que pour les enfants, avec des déclinaisons notamment en 2 couleurs. Voilà, donc il y a quand même une offre qui peut être intéressante. Il doit vous faire un devis. Voilà, dans les devis qu'il propose, il doit y avoir une offre 100% santé. Et c'est une offre d'ailleurs que vous pouvez panacher, dans le sens où vous pouvez très bien choisir une monture pour vous faire plaisir qui n'est pas forcément du 100% santé. Par contre, vos verres peuvent être 100% santé. Voilà, donc ça c'est toutes des petites astuces qu'il faut connaître et que vous pouvez, alors l'opticien risque de tirer un peu la tronche, hein, mais du coup que vous pouvez demander à votre opticien, en tout cas en termes de devis. Alors pour les dents, vous avez des prothèses dentaires hein, qui sont également prises en charge. Donc là, on va faire grossièrement la distinction entre les dents du fond, les dents du sourire. On peut avoir différents matériaux, voilà, que ce soit
métalliques, céramo-métalliques, voilà et donc là il faut demander, hein, comment tout ça peut s'articuler, mais encore une fois, bah, vous pouvez avoir des devis, vous avez droit, d'ailleurs, à des devis en la matière. Pour les oreilles, ben, c'est pareil, hein, vous avez un dispositif qui vous permet d'avoir un remboursement, intégral. Pour en bénéficier, il faut présenter une ordonnance à un audioprothésiste. Encore une fois, il vous proposera un devis. Voilà. Je suis clairement pas, l'expert en la matière, hein, ça reste, un domaine de niche en termes de connaissances, donc voilà. En tout cas, ça a le mérite d'exister et j'en parle. Alors, la convention de participation collective. Voilà, donc cette fois-ci, on rentre dans le détail de ce qu'on va trouver dans le contrat. Alors, lorsqu'on s'était déployé avec Collectim, Monsieur Adjaoudi, que vous avez probablement déjà rencontré, hein, qui avait fait déjà les présentations pour la prévoyance, du coup, était rentré vraiment dans le détail des garanties. C'est quelque chose qu'il refera évidemment dans le cadre de la présentation aux agents. Voilà. Il n'y aura pas plus experts que lui, si j'ose dire, en la matière. Donc, je rentrerai pas forcément dans le détail de choses que je maîtrise pas à 100%. Mais en tout cas, par contre, si vous avez des questions techniques auxquelles on ne répond pas aujourd'hui, n'hésitez pas à nous les adresser par mail, on fera le relais et on vous transmettra la réponse de Collectim sur les prises en charge et le contenu des garanties. Alors, déjà, au niveau des interlocuteurs. Alors, vous avez bien évidemment le centre de gestion, hein, qui a été l'organisateur, qui a été à l'initiative, et nous en avons d'ailleurs l'obligation, hein, les décrets nous obligent à proposer une convention de participation, tous les centres de gestion de France, c'est le cas. Donc à l'issue de l'appel d'offres, Collectim s'est le mieux positionné, en tout cas du point de vue de la qualité de son offre, de son contenu et de ses tarifs. Ils sont ressortis devant. Et le porteur du risque, ce n'est pas cette fois-ci Allianz que vous avez trouvé en prévoyance, mais ce sera Generali. Alors de toute façon, en tant que collectivité employeur et même en tant qu'assuré, l'agent, vous n'aurez jamais affaire à Generali. Collectim est à la fois gestionnaire du contrat, enfin courtier et gestionnaire du contrat. Donc c'est eux qui vont s'occuper des remboursements. Voilà. Si vous allez ou si vos agents vont dans une agence Generali, les personnes qui seront là n'auront absolument pas connaissance de l'existence de cette convention de participation. On est sur un dispositif bien particulier avec comme interlocuteur Collectim. Voilà. Alors, des conditions d'adhésion souples et non discriminantes. Alors, c'est l'avantage, hein, d'un contrat collectif, c'est que on peut négocier des conditions d'adhésion plus intéressantes, plus favorables. Déjà, le contrat est ouvert à tous les agents, qu'ils soient contractuels de droit public, contractuels de droit privé, fonctionnaires titulaires CNRACL ou IRCANTEC. Il n'y a pas de questionnaire médical à l'adhésion, ni pendant toute la durée du contrat. C'est-à-dire, en gros, même si l'agent rate le coche de l'adhésion au moment du lancement du contrat et qu'il souhaite y rentrer 3 ans après, il n'y aura pas non plus de questionnaire médical et il n'y aura pas de tarification, du coup, axée sur son état de santé. Voilà. Il n'y a pas de limite d'âge. Un agent, même à quelques années de la retraite, peut tout à fait adhérer au contrat et il n'y aura pas du coup de malus, on va dire, au niveau de la tarification à ce sujet. Pas de délai de carence. À partir du moment où vous souscrivez, vous êtes couvert. J'irais même jusqu'à dire que le mois cotisé est un mois couvert. Si l'agent rentre dans les effectifs de la collectivité au 15 du mois et qu'il paye sa cotisation, qui n'est pas proratisée, hein, du coup au mois en cours, même s'il n'est là que 15 jours, eh bien il sera couvert à partir du 1er. Voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et c'est là la particularité du contrat CDG, c'est qu'il y a une tarification collective. Donc c'est un véritable choix qui a été opéré par le CDG. Je dirais même que c'est un choix audacieux, hein, puisque c'est pas quelque chose qu'on va retrouver partout. Tous les CDG n'ont pas fait ce choix. Peu importe
l'âge, peu importe la situation de l'agent, le tarif sera le même. Voilà. Pas de tarification par tranche d'âge. Donc ça signifie bien évidemment que l'on a une moyenne qui est opérée sur les cotisations. Là où des agents plus jeunes auraient peut-être eu une tarification plus avantageuse, eh bien, ça sera un petit peu plus élevé. Par contre, les agents qui sont plus âgés, qui auraient été sans doute défavorisés dans leur tarification, eh bien, auront quelque chose peut-être d'un peu plus abordable. Voilà, c'est un contrat plus solidaire, en tout cas au niveau intergénérationnel. Cette tarification, qui peut sembler peut-être injuste pour les plus jeunes, eh bien, elle doit être tempérée, bien sûr, par la participation employeur. Voilà, qui est de 15 € minimum, et on reparlera de la participation employeur. Cette participation, d'ailleurs, sera votre seul levier d'attractivité du contrat. C'est celle-ci qui va déterminer le niveau d'attractivité. Voilà au niveau des conditions d'adhésion. Alors j'ai souvent eu des questions, donc j'en profite pour y répondre. Mon agent n'est pas tout le temps dans la collectivité. Il rentre, il sort des effectifs. Du coup, est-ce qu'il est couvert entre les contrats? Alors la réponse à cette question, bon, elle est malheureuse, mais malheureusement elle est dépendante finalement de l'essence même du contrat. L'agent n'est couvert que lorsqu'il fait partie des effectifs de la collectivité. Voilà, donc si votre agent rentre et sort, eh bien, il perd sa couverture. Et il devra souscrire à nouveau au contrat lorsqu'il re-rentre. Alors, par exemple, pendant les vacances scolaires, eh bien, l'agent ne sera pas couvert au titre de la convention de participation. Par contre, si l'agent, je ne sais pas, sort du contrat pour 2 semaines, eh bien, comme le mois cotisé, c'est un mois couvert, eh bien, il y aura une continuité de facto de la couverture, puisque l'agent ne sort pas plus d'un mois de la collectivité. Voilà, donc ça lui permettra de conserver sa couverture. Par contre, il devra quand même resouscrire en revenant. Il y aura quand même une gymnastique administrative à avoir sur ce sujet, qui, pour le coup, et j'en conviens, peut être contraignante. Voilà. Mais comme ça, je réponds tout de suite à la question sur les vacataires, sur les CDD, ce genre de choses. Est-ce que tu peux approfondir ta question en parlant d'une mutation dans une collectivité qui aurait aussi la convention du centre de gestion? Oui. Alors, pour la portabilité du contrat. Si l'agent passe d'une collectivité à une autre, une collectivité où il y a une convention, où il y a la convention de participation à une collectivité où elle est également mise en place, bien sûr, on aura une portabilité du contrat et une continuité de couverture. Aussi pour les agents qui quittent définitivement la collectivité. C'est-à-dire on n'est pas entre deux contrats, hein. Là, on est vraiment, enfin entre deux contrats de travail. On est vraiment sur je quitte la collectivité et je ne reviens pas. Là, il sera possible de demander à Collectim et du coup à Generali une proposition contractuelle, une tarification pour un contrat individuel dont les conditions d'adhésion ne seront pas similaires à celles de la convention de participation. De facto, tranche d'âge. Voilà. Mais on peut demander, en tout cas, à Generali de faire une proposition à l'agent qui s'en va pour une continuité de couverture. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour sur le sujet. On va passer au niveau des retraités. Oui. Alors, au 1er janvier 2026, à l'entrée en vigueur du contrat, l'agent qui part à la retraite, donc l'agent qui est couvert, hein, l'agent est couvert au 1er janvier 2026. L'agent est couvert par la convention de participation et il part à la retraite. Il peut continuer à bénéficier de la convention de participation jusqu'à son extinction, finalement, hein, au terme des 6 ans. Par contre, il se verra appliquer immédiatement la tarification retraitée, parce qu'il y a une tarification active et une tarification retraitée. Voilà. Et on va y venir juste après. Par contre, l'agent qui est actuellement retraité de la collectivité ne pourra pas souscrire au contrat. Voilà. Ça aurait été très compliqué de faire une reprise des retraités actuels, hein, en termes de recensement et en termes de tarification.
Voilà, donc les agents qui s'en vont peuvent continuer à être couverts, au prix d'une tarification supérieure, bien entendu. Alors, on rentre dans le détail des garanties. Alors, globalement, ce qu'il faut retenir de l'articulation du contrat, c'est qu'on l'a souhaité, on va dire, au plus simple. On l'a souhaité simple de compréhension. Alors, c'est déjà pas évident. Donc, on n'a pas voulu complexifier inutilement la chose. On a en gros 3 régimes qui vont crescendo en termes de couverture. On a le régime de base. Ce régime de base, grosso modo, c'est le panier de soins. Voilà, c'est le panier de soins. On a inclus dedans aucune couverture qui ne fait pas l'objet d'un remboursement de la sécurité sociale, de l'assurance maladie. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas de montant forfaitaire de remboursement. Voilà, il n'y a pas. Chaque fois que vous avez en fait une garantie qui est exprimée en pourcentage du BRSS, c'est qu'il y a du coup forcément une prise en charge au titre de l'assurance maladie. Chaque fois que ce sont des montants qui sont exprimés en euros, ce sont des prestations qui ne sont pas remboursées par l'assurance maladie. Donc chaque fois qu'il y a un trou dans le régime de base, c'est qu'on aurait dû avoir un montant exprimé en euros et on n'a pas souhaité du coup faire grimper le prix du régime de base, en fait le ticket d'entrée à une couverture santé, on n'a pas souhaité le faire grimper au titre des prestations non remboursables. On est vraiment sur le minimum du minimum. Ça a été un choix stratégique du centre de gestion pour qu'on ait une proposition contractuelle pour celles et ceux qui auraient renoncé à une couverture à cause d'un prix trop élevé ou celles et ceux qui n'auraient pas franchement vu l'utilité d'une couverture, et de se dire finalement, pourquoi pas. Voilà. C'était un peu l'idée. Et ensuite, on va crescendo, on inclut des prestations non remboursées sécurité sociale et on va de plus en plus élevé. Alors, je rentrerai pas, j'ai pas le niveau d'expertise nécessaire pour chaque, et je vous propose qu'on fasse pas forcément du ligne à ligne, ce qui risque d'assommer tout le monde, et on y sera encore probablement jusqu'à demain. J'attire votre attention, par contre, juste sur le côté optam, non-optam. Voilà, on ne sait pas forcément ce que c'est. Moi, jusqu'à il y a peu, je ne le savais pas. Donc, optam, acronyme barbare, pour dire simplement option de pratique tarifaire maîtrisée. Donc là, ça va dépendre en fait si le médecin a souscrit à cette option. Donc, ce sont les médecins qui sont secteur 2 qui peuvent éventuellement souscrire à cette option. Donc les médecins secteur 1, et j'espère ne pas vous dire de bêtises, après m'être renseigné, ce sont les médecins qui vont pratiquer le tarif conventionnel. En gros, ils pratiquent le tarif qui est la base de remboursement de la sécurité sociale. Donc pour le médecin secteur 1, vous avez en réalité un remboursement intégral, puisque la mutuelle santé ne peut pas aller en dessous de 100%. En ce qui concerne les médecins conventionnés secteur 2, donc ils peuvent choisir l'option, l'optam ou le non-optam. Alors en cas d'optam, ils ont la possibilité de pratiquer un dépassement d'honoraires, mais avec des tarifs qui sont encadrés. Voilà, ils ne peuvent pas aller en quelque sorte trop loin, ou en tout cas pratiquer des tarifs déraisonnables. Et s'il n'y a pas de souscription à l'optam, le médecin peut pratiquer des dépassements d'honoraires, mais ils ne seront pas maîtrisés. Et vous avez enfin le secteur 3, qui est le tarif libre. Voilà, il n'y a pas du tout de réglementation, il n'y a pas du tout de plafond. Donc optam, non-optam, et vous voyez d'ailleurs qu'on a des niveaux de remboursement qui sont différents sur le régime 2 et le régime 3. Alors ce sont des obligations réglementaires, c'est une articulation qui est fixée réglementairement, c'est-à-dire que le médecin optam est favori. Alors non seulement la base de remboursement n'est pas la même lorsque le médecin est optam ou non-optam, mais en plus de ça, le pourcentage de remboursement est différent. Donc on a vraiment une différence vraiment drastique entre les niveaux de remboursement du médecin optam et non-optam. Mais en tout cas, il doit toujours y avoir ce delta de 20% sur le pourcentage de prise en charge au niveau de la base de remboursement. Donc ça, c'est quelque chose qui est fixé réglementairement. C'est pas le CDG c'est pas un choix du CDG. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Alors, vous allez retrouver l'imagerie médicale avec toujours cette distinction optam-non-optam, les analyses médicales, etc. Alors ça, c'est pour les actes courants.
On va avoir ensuite l'hospitalisation. Vous allez retrouver les soins, frais de séjour, tout ce qu'on retrouve habituellement, hein. La chambre particulière, alors cette fois-ci exprimée en euros, hein, par nuit et par bénéficiaire. L'ambulatoire. Voilà. Alors c'est sûrement ces tableaux de garantie, vous avez sûrement déjà dû les voir, hein, je pense. Ils sont pas nouveaux. On m'a demandé aussi s'il existait alors ça c'est intéressant. Est-ce qu'il existe une fiche diffusée par Collectim sur laquelle on va retrouver toutes les garanties condensées, synthétisées et qu'on peut diffuser. Voilà, les tableaux de garantie en fait. Alors c'est malheureusement pas aussi simple. On l'a demandé à Collectim. En fait, ils n'ont pas le droit de diffuser des tableaux de garantie, des tableaux synthétiques de garantie du contrat, sans juxtaposer à ces tableaux toutes les mentions obligatoires prévues par les règlements. Ce qui signifie qu'en réalité, vous ne pouvez pas avoir de tableau synthétique tout seul, sans avoir tout ce qui va avec, et ils sont en train de le construire. Voilà, c'est toujours pas, ça n'a toujours pas été finalisé, mais j'ose espérer qu'on l'aura bientôt. Voilà, mais on ne peut pas avoir juste les tableaux de garantie tout seul, en tout cas ils n'ont pas le droit de le diffuser comme ça. Il doit y avoir toutes les mentions obligatoires qui vont avec, et ça prendra la forme d'un livret. Voilà, ça prendra la forme d'un livret. Donc dès qu'on l'aura, bien évidemment, eh bien, on le communiquera. Pour l'optique. Alors là, on va retrouver finalement tout ce qui a été exposé juste avant au niveau du décret sur la prise en charge. Vous savez, les 100 € pour les verres simples, etc., monture incluse. Donc là, on a séparé la prise en charge au niveau des montures par rapport à la prise en charge au niveau des verres, et on a des forfaits qui sont par verre. Alors il faut savoir, hein, je crois que en matière de remboursement sécurité sociale au niveau de l'optique, on est sur quelque chose de ridicule pour pas dire insultant. On doit être de l'ordre de 7 centimes par verre ou quelque chose comme ça. Donc là, l'intérêt d'une mutuelle, quand vous avez besoin de lunettes, je dirais que on est quasiment sur de l'obligatoire, hein. En tout cas, si on espère se voir rembourser un minimum la facture. N'hésitez pas aussi à demander à l'opticien sur le devis le 100% santé. Vous pouvez également avoir des options sur le 100% santé au niveau de l'amincissement des verres. Alors, ce n'est pas des options qui sont aussi importantes que ce que vous pouvez avoir hors 100% santé, mais on peut avoir tout un tas de traitements du verre qui sont pour le coup intéressants. Voilà. Sur la périodicité, on est à 1 fois tous les 2 ans par bénéficiaire, sauf en cas de changement de correction, et enfin selon l'âge. Voilà. Prise en charge des lentilles, non remboursées Sécu, et chirurgie réfractive. Ensuite, pour le dentaire. Alors, pour le dentaire, ça va être surtout au niveau des prothèses. On a aussi le 100% santé sur le dentaire. Donc là, encore une fois, demande de devis, il faut s'intéresser un petit peu. On fait la distinction, voilà, dans du fond, dans du sourire. On fait la distinction entre les matières. J'aurais pas grand-chose à en dire, si ce n'est que sur l'orthodontie, vous avez souvent déjà vu, vous voyez, on voit une distinction entre l'orthodontie remboursée Sécu et l'orthodontie non remboursée Sécu. Alors en fait, il y a un âge, voilà, après 16 ans, ce n'est plus remboursé Sécu. Voilà. Donc c'est surtout pour les enfants qu'il faut s'y prendre au plus tôt, au plus vite. Avant les 16 ans, on a une prise en charge sécurité sociale. Après 16 ans, c'est fini. On passe en non remboursé sécurité sociale et on aura des montants exprimés en euros. On a aussi dû opérer un arbitrage au niveau du CDG cette fois-ci. C'est nous qui avons fixé ces montants-là au niveau des implants. Voilà, c'est pas du tout pris en charge par la sécurité sociale. On ne l'a pas inclus dans le régime de base. On a commencé du coup à opérer un remboursement à partir du régime 2 à hauteur de 500 € du coup par an. Il n'y a pas de limite sur les implants, mais du coup c'est par an. Même si le tarif de toute façon d'un implant à l'échelle nationale, on va être aux alentours des 1 000 €. Voilà.
Alors l'audiologie, alors bon, ben, encore une fois, offre 100% santé, donc j'ai rien à dire vraiment sur le sujet. Je propose qu'on passe à la suite. C'est pas forcément le moment du diapo où je vais être le plus expert, hein, je vous le cache pas. Alors, sur les autres prestations. Alors, dans ces autres prestations, vous allez trouver la médecine non conventionnelle, dont les praticiens sont également référencés par décret. Donc voilà, on ne peut pas y mettre ce qu'on veut, parce qu'au niveau de la prise en charge, eh bien, il y a une liste exhaustive des prestations. Voilà. D'ailleurs, on avait été retoqué au niveau de notre appel d'offres, on avait mis davantage de praticiens et dans les offres qu'on avait reçues, les assureurs n'ont pas manqué de nous dire attention, ces praticiens-là, eh ben, on peut pas opérer de remboursement. Voilà, donc on est vraiment sur une liste exhaustive. On a choisi un remboursement qui était, malgré le fait que la médecine douce intéresse beaucoup, hein, c'était vraiment, c'est revenu, c'était redondant. On voulait, les agences, enfin en tout cas on avait une vraie volonté de bonne prise en charge sur la médecine douce. Mais le problème c'est que qui dit grand intérêt dit également grande consommation. Et qui dit grande consommation dit remboursement important, et qui dit remboursement important dit tarification plus élevée. Donc il a fallu encore une fois faire un arbitrage, savoir jusqu'où on allait sur ce montant de remboursement pour pas que le prix du contrat explose. Donc on a choisi 100 € de remboursement par an et par bénéficiaire pour le régime 2, 200 € pour le régime 3. Vous allez trouver également dans les garanties autres les garanties d'assistance, donc c'est tous les services annexes qu'on a pu évoquer juste avant, hein, la garde à domicile, le transport, voilà, ce genre de choses. Et ça sera détaillé, hein, dans un document annexe, tout ce qu'on va retrouver dedans. Alors les assureurs ne construisent pas eux-mêmes finalement ces garanties d'assistance, ils passent par des prestataires dont les plaquettes seront mises à disposition, bien évidemment. La téléconsultation, y compris le soir et le week-end, c'était une volonté du CDG aussi de l'incorporer, donc elle est présente dès le régime de base. Voilà, ça c'est un vrai choix du CDG également. On arrive aux tarifs. Alors ça c'est le nerf de la guerre, hein. Vous les avez sans doute déjà vus passer. On a eu honnêtement, hein, je suis très transparent sur le sujet, on a eu un petit peu toutes les réactions. Voilà, on a eu ah mais c'est vraiment très très cher, ah c'est vraiment super abordable par rapport à ce que j'ai. Voilà, donc ça a été très éparse au niveau des réactions. Ce qu'on sait en termes de référence, c'est que le régime de base isolé, c'est le tarif en gros du panier de soins proposé par la convention, et qu'à l'échelle nationale, on est entre 40 et 50 €. Voilà. Donc on se situerait, en tout cas pour l'isolé régime de base, sur un plancher bas. Voilà. Alors bien sûr, on a fait le choix d'une tarification sans tranche d'âge. Donc il n'est pas incohérent du tout qu'un agent, disons dans la fleur de l'âge, puisse se voir proposer un contrat avec des garanties identiques à un tarif moins élevé. Voilà, c'est pas du tout incohérent, ça peut tout à fait arriver. Par contre, peut-être qu'un agent qui aurait la soixantaine, eh bien, lui ne retrouverait pas ces tarifs-là. Voilà, donc en fait ça dépend de chacun. Ça peut dépendre aussi des assureurs, ça peut dépendre aussi de depuis quand date votre contrat. Voilà, si vous êtes en tarification collective, dans le cadre d'une convention de participation déjà existante et qui court depuis un moment, il est possible que la tarification date d'un certain temps et qu'elle n'a pas encore été revue, peut-être parce qu'on sait que ça augmente chaque année, hein, il n'y a pas de secret. Mais en tout cas, voilà, on se situe pas trop mal, en tout cas c'est ce qu'on pense, par rapport à d'autres tarifications qu'on peut voir pour d'autres CDG. Voilà, qui auraient fait les mêmes choix que nous, même si on a d'autres CDG qui ont fait le choix d'une tarification par tranche d'âge et qui, pour certains agents, ça peut être plus intéressant. Au niveau de la construction, on a choisi la forme isolée duo famille. Alors, isolé, une personne seule,
Le duo, un couple. Alors marié, pacsé, le concubinage marche également. Voilà, sur présentation d'une déclaration de vie commune formalisée, c'est en mairie, je crois, hein, il faut que ça se passe, mais il faut pouvoir justifier du coup au niveau de l'état civil, on va dire ça comme ça, eh bien que vous êtes bien en concubinage. Ça peut être aussi un parent seul avec son enfant. Et au niveau de la famille, c'est le couple avec un enfant ou plusieurs enfants. Ça peut être aussi le parent seul avec au moins 2 enfants. Voilà. Sachant que passer 3 membres de la famille, parce qu'en fait la famille c'est 3 personnes en réalité, hein, il n'y a pas de tarification supplémentaire pour chaque enfant qui se rajoute. Voilà. Que vous ayez 4, 5, 6 enfants, eh ben, il y aura pas de tarification majorée. Voilà. Vous avez également la tarification pour les retraités en visuel qui va s'appliquer dès le passage à la retraite. Alors tarification hein, qui est bien évidemment beaucoup plus élevée. Hein. Les retraités malheureusement souffrent d'une majoration particulièrement importante et qu'on retrouve tout contrat et tout assureur confondu. Hein. C'est un véritable budget au niveau de la retraite en termes de santé. J'en profite aussi pour mentionner, comme pour la prévoyance, que les tarifs sont bloqués pour 2 ans, qu'à l'issue des 2 ans, on fera du coup le bilan du contrat, c'est-à-dire le ratio cotisation sur prestation. On regardera du coup où est-ce qu'on se situe et on enclenchera ou non la clause de révision tarifaire. Voilà. Donc il peut y avoir des augmentations de tarifs, bien évidemment, selon la consommation. Par contre, ces augmentations tarifaires sont encadrées. Voilà. Ça, c'est aussi dans l'appel d'offres que l'on a souhaité mettre en place des paliers maximum d'augmentation du contrat, d'augmentation tarifaire du contrat. Est-ce que tu peux préciser, s'il te plaît, pour une personne qui aurait choisi un régime, par exemple régime 2, qui souhaiterait passer en cours d'année au régime 3? Ah oui. Alors pour les changements d'options. Alors les changements d'options sont possibles, cependant ils sont réglementés pour éviter les effets d'opportunité. Je m'explique. Ça serait particulièrement on va dire complexe à gérer pour l'équilibre du contrat, qu'une personne choisisse le régime 3, et une consommation médicale importante sur des postes à dépenses élevées, pour en bénéficier du meilleur des remboursements et ensuite passe sur un régime de base. Voilà. Et on a souhaité encadrer les allers et retours au niveau des options pour éviter les effets d'opportunité. Donc vous pouvez changer d'option dans le contrat au cours de la vie du contrat, mais une seule fois. Voilà. Vous devez ensuite rester à la même, enfin voilà, que ce soit en descente ou en montée, vous ne pouvez changer d'option qu'une seule fois. Vous devez rester une année. Je ne vais pas vous dire de bêtises, il faudrait que je le vérifie, mais vous devez rester une année à l'option à laquelle vous souscrivez. Et ensuite, vous pouvez changer une fois d'option. Voilà. À confirmer, je pense qu'au niveau des réunions des agents, à destination des agents, on en reparlera bien évidemment, et ce sera M. Adjaoudi qui le reconfirmera. Mais je suis quasiment certain que c'est ça. Voilà au niveau des changements d'options. Alors, au niveau des cotisations, alors Collecteam avait construit des tableaux qui montraient en gros le prix du contrat pour l'agent une fois que l'on a déduit la participation de la collectivité. Donc cette participation, elle est de 15 € minimum, hein, minimum réglementaire, montant forfaitaire non proratisable, on y reviendra. Sachant qu'on a une moyenne nationale qui revient en gros à 25 €. Alors cette moyenne, elle a été fournie par la MNT. Voilà, donc c'est la MNT qui a partagé ces chiffres et qui nous dit que en moyenne, on aurait une participation. On n'est pas allé vérifier vraiment hein, dans leur data, mais la MNT nous dit qu'on a une participation moyenne de 25 €.
Voilà. Donc c'est ce qu'on aurait tendance également à conseiller pour qu'on soit raccord avec, avec ça. Même si vous pouvez moduler votre participation et on y reviendra également. Alors, les services en plus. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le contrat au-delà des garanties? Et ben déjà, on va retrouver le tiers payant, donc classique pour la prise en charge des frais, enfin sans avance du coup. Donc là, au niveau de l'application de l'agent, il pourra du coup savoir sur son application quel praticien prend en charge le tiers payant. Sachant que Collectim passe avec SP Santé. Alors, je ne suis pas hyper connaisseur du sujet, mais en gros, ça serait l'un des organismes les mieux référencés, ceux qui sont en tout cas un petit peu les leaders. Voilà, donc on devrait avoir sur le sujet pas trop de difficultés, ça devrait être plutôt pas trop mal achalandé. Voilà. Au niveau de la réactivité et des délais. Alors, ce sont les chiffres qui sont communiqués par Collectim, qu'on vous retranscrit ici. Pourquoi on en parle? Parce que ça a été également un critère de sélection du candidat. Voilà. On a demandé à ce qu'il se positionne sur des délais de prise en charge, des délais de traitement des factures, des délais de retour pour les devis, et aussi de courrier. Physique. Voilà, parce qu'il y a des agents qui sont toujours attachés au courrier et non pas au courriel. Donc voilà, on a globalement eu un retour sur l'appel d'offres au niveau, enfin en tout cas pour Collectim, ils étaient vraiment, je crois, parmi les plus efficaces, ou en tout cas ils se prétendent les plus efficaces. Parce que bien évidemment, on n'a pas moyen de vérifier ces délais, mais bon, c'était assez harmonisé, mais ils étaient un petit peu devant, donc ça a contribué à une bonne notation. Ensuite, au niveau des applications et des services, encore une fois, ça a été un critère de notation. Donc il y aura un espace employeur, il y aura un espace assuré. Au niveau de l'espace employeur, eh bien, vous pourrez procéder à l'affiliation d'un nouvel embauché, gérer les modifications d'adhésion, radiation, déclaration de portabilité. Disponibilité également sur votre espace employeur de la fiche de paramétrage DSN. Alors, je me rappelle, au niveau de la prévoyance, on avait un petit peu cafouillé au niveau du lancement sur le paramétrage des paies. Donc cette fois-ci, on va essayer de prendre les choses à bras-le-corps avant le 1er janvier pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Même si vous avez été déjà pas mal rodé, ça sera un petit peu pareil au niveau des mécanismes. Vous avez été déjà pas mal rodé sur la prévoyance. Mais sur l'espace employeur, voilà, normalement, vous aurez cette fiche de paramétrage DSN. Donc c'est quand même un atout. Vous pourrez visualiser le pourcentage de personnes bénéficiant de la télétransmission. Alors on est vraiment sur de la data et contacter les gestionnaires pour des questions. Les gestionnaires Collectim, pas CDG, sinon je meurs. Ensuite, vous avez un espace qui est proposé aux assurés. Alors, les assurés pourront visualiser les derniers remboursements, accéder aux garanties du contrat, vérifier, modifier leurs coordonnées, visualiser la liste des bénéficiaires, si du coup ils sont en duo ou en famille, mise à disposition de la carte de tiers payant, directement en version numérique, c'est classique maintenant aujourd'hui, et ils pourront envoyer les factures en photo directement sur l'appli. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et cette appli sera téléchargeable sur téléphone, sur tablette. Voilà. Alors, il y aura également des fiches de présentation pour tous ces espaces, à la fois pour les collectivités et pour les employeurs. Donc, qui va retracer le contenu pour une bonne prise en main. Voilà, c'est des documents également qu'on mettra à disposition, que vous pourrez vous approprier et mettre à disposition de vos agents. Voilà, sachant que bien évidemment que sur votre espace employeur, vous n'aurez pas accès aux datas confidentielles de santé de vos agents, c'est évident. Vous ne pourrez pas savoir quel type de prestation a fait l'objet d'un remboursement. Alors, il sera également mis à disposition un guide de gestion Collectim, un guide de gestion de frais de santé, pour la mise en place du contrat, pour la gestion des adhésions et des cotisations, la gestion des mouvements de personnel, le suivi au quotidien. Voilà, pour encore une meilleure prise en main, on va essayer d'accompagner au maximum.
Et nous allons arriver du coup au parcours d'adhésion. Alors comme j'ai plus de salive, je vais laisser la place à Madame Bernade qui va du coup vous expliquer le cheminement étape par étape du parcours d'adhésion à la convention de participation, tout en également aussi reprécisant certaines données pour la labellisation, parce qu'on en parle quand même. Voilà. Et je vous reprends du coup juste après. Merci. Merci Julien. Excusez-moi, j'ai terminé de répondre à la mairie de Bellecarde-Marsal. Alors, pour le parcours adhésion, donc vous le connaissez dans la plupart des cas, il est identique à toutes les situations qu'on va rencontrer en fonction publique à partir du moment où on lance quelque chose qui va toucher à l'organisation interne ou au service rendu aux agents. Donc, déjà, la première chose, c'est de choisir pour quel principe de mutuelle, vous, employeur, vous allez adhérer. Est-ce que vous souhaitez prendre la convention de participation, que ce soit celle du CDG ou que ce soit une autre convention de participation que vous avez choisie? Est-ce que vous souhaitez mettre en place la labellisation? Ça, c'est le premier choix, la première question que vous devez vous poser. Une fois que vous avez effectué ce choix-là, vous fixez les modalités de votre participation. On va revenir dessus, ne vous inquiétez pas, détail par détail, mais voilà, au moins que vous sachiez les grandes étapes. Je fixe dans quelles conditions, moi employeur, je participe à la mutuelle de mes agents. Une fois que c'est fait, je saisis le CST pour qu'il rende un avis sur mon projet. CST du CDG, CST propre, si je suis une collectivité de plus de 50 agents. L'avis étant rendu, je prends la délibération d'adhésion. Et une fois que c'est fait, je signe mon contrat. Alors, soit je signe la convention de gestion avec le centre de gestion, soit j'encourage mon agent à s'inscrire auprès de la labellisation et je vois avec l'assureur labellisation comment ça se passe. Puisque là, on avait une question, est-ce que je vais avoir une subrogation de paye à effectuer en cas de labellisation? Tout dépend de l'assureur. Donc, à vérifier à ce moment-là. Et une fois que vous, employeur, vous savez où vous en êtes, vos agents peuvent adhérer. Donc, si je reviens sur les étapes une par une, le choix de l'employeur. Est-ce que je prends la convention de participation? Est-ce que je prends la labellisation? Il n'y a pas de formalisme, il n'y a pas de choix spécifique que vous devez assurer. Par contre, vous avez l'obligation de proposer un système de participation à vos agents en matière de mutuelle santé. Donc, soit vous leur mettez à disposition une convention de participation, soit votre agent choisit un contrat de labellisation et vous prenez une prise en charge. Je vous rappelle que l'adhésion de l'agent est facultative et que de ce fait, en fonction du système que vous, employeur, vous aurez choisi, vous participerez ou non au financement de votre agent. Si vous avez dit « je prends la convention de participation », vous ne pouvez pas participer financièrement au financement du contrat labellisé de votre agent. C'est un système qu'on propose, un système qu'on prend en charge. Donc ça, je sais qu'il y a beaucoup d'employeurs qui se sont posé la question, est-ce qu'on le fait avec les agents, est-ce qu'on le fait de notre côté? La décision vous revient. C'est à vous, collectivité, de décider ce que vous mettez en place. Il y a beaucoup de collectivités qui ont fait le choix du dialogue avec les agents et c'est vrai que nous, on vous encourage également à le faire parce que si vous avez déjà 80% de vos agents qui ont des contrats labellisés, ils vont s'interroger de l'opportunité de basculer d'un contrat à un autre. Donc, c'est important pour vous de discuter avec eux, de voir ce que vous pouvez mettre en place en commun. Quand vous avez choisi le système auquel vous souhaitez adhérer, eh bien là, il y a à nouveau des règles à respecter qui sont similaires à celles qu'on connaissait en matière de prévoyance, mais qui vont varier sur des petits détails. Par exemple, un montant minimal imposé. Le montant minimal en matière de prévoyance, il était de 7 € par mois par agent. En matière de santé, il est à ce jour défini à 15 € par mois par agent. On simplifie quand on vous explique ça avec Julien, puisqu'en fait, le montant défini dans les textes, c'est un pourcentage du montant de base défini, du panier défini par la sécurité sociale, qui aujourd'hui correspond à 15 € par mois par agent. Demain, les décrets évoluent, son montant évoluera aussi.
On n'ignore pas non plus l'accord national de juillet 2023 qui n'a pas été transcrit en droit à l'heure actuelle, qui parle aussi d'une prise en charge employeur à hauteur de 50% du montant du forfait de votre agent. Donc, si on prend le contrat collectif que Julien vous a proposé, le tarif de base isolé est à 39,50 €. On va arrondir à 40, 50% de prise en charge, ça fait un montant de 20 €. L'écart n'est pas très grand. Si demain, votre agent a un contrat labellisé de base à 80 € par mois et que ces 50% étaient effectifs, vous devriez participer à hauteur de 40 € par mois. Donc, c'est là où on vous dit attention au montant minimal que vous prenez en charge. Il a une grande importance dans l'évolution des textes à venir, dans le choix que fera l'agent pour son contrat. Par contre, aujourd'hui, vous ne pouvez prendre qu'un montant seulement. Vous ne pouvez pas décider de participer à hauteur de ces 50%. Les textes sont assez... mettent assez le doute en la matière, puisqu'en fait, à la fois, ils vous disent on va peut-être évoluer vers 50%, mais en même temps, aujourd'hui, on vous demande un montant. Donc, le montant minimum, c'est à vous de le calculer. Si vous voulez faire 50% de prise en charge, vous prenez le forfait de votre agent et vous calculez combien ça fait, vous le retranscrivez en montant. Bien évidemment, vous ne pouvez pas payer plus l'agent que ce qu'il cotise. L'agent n'a pas le droit de se faire une plus-value sur sa participation employeur. Si son forfait est à 39,50 € par mois, vous ne pouvez pas lui payer 40 € par mois. Vous seriez hors la loi par rapport à ce dépassement de montant. Et enfin, vous ne pouvez pas proratiser, ni en fonction du temps de travail de votre agent, ni en fonction de tout ce que vous pouvez imaginer. Un montant reste un montant. Votre agent va payer la même chose qu'il travaille 2 heures par semaine chez vous ou qu'il travaille 35 heures par semaine. Il va toujours avoir un forfait. Ce n'est pas comme en matière de prévoyance où on avait en fait un agent qui allait cotiser à hauteur de ce qu'il allait être remboursé. Un agent qui travaillait 2 heures par semaine chez vous, en prévoyance, il était pris en charge 2 heures par semaine. Ici, l'agent qui travaille 2 heures ou 35 heures, s'il fait le choix de la formule isolée, il paiera 39,50 € par mois. Donc, pas de proratisation possible. Je rebondis du coup sur les questions qu'on a eues tout à l'heure par rapport aux agents intercommunaux. Ces agents intercommunaux, ils doivent choisir un contrat. J'ai déjà entendu le cas d'agents qui avaient souscrit à plusieurs contrats mutuels. Moi, je mets l'alerte. Un agent ne peut demander qu'un seul remboursement de mutuelle. Donc, ça ne sert à rien pour lui de souscrire à plusieurs contrats. Il doit choisir un contrat. Et en fonction de quoi il va choisir ce contrat? Il va le choisir en fonction de ses besoins. Est-ce qu'il a besoin d'être remboursé sur un régime de base, sur un régime renfort 1, sur un régime renfort 2? Ou est-ce qu'il a besoin d'être surtout accompagné sur une prise en charge employeur? Et c'est là où les règles à respecter jouent avec le choix de l'agent. Un employeur qui va participer à hauteur de 15 € par mois et un employeur va participer à hauteur de 25 € par mois sur le même contrat, l'agent, forcément, il va se tourner vers le contrat de l'employeur qui participera le plus. Mais par contre, j'insiste bien, un contrat par agent. Tous les employeurs ont l'obligation de proposer un système de prise en charge, mais un seul contrat par agent. Donc, votre agent qui est interco sur 3 collectivités, les 3 collectivités prennent le contrat CDG à hauteur de 15 € par mois, l'agent, en fait, il prend chez l'un ou chez l'autre à sa guise. Par contre, une collectivité participe à hauteur de 15 €, la deuxième à hauteur de 20 €, la troisième participe en fonction du nombre de personnes au contrat. L'agent va choisir là où il veut aller. Est-ce que c'est clair cette histoire d'agent interco? N'hésitez pas à poser vos questions. Il y a Julien qui est sur le relais dans le chat. Il adore ça. Donc, n'hésitez pas à y aller. Mais vraiment, j'insiste. On a eu beaucoup de débats par rapport à ces fameux contrats. On en a discuté également avec la DGFiP qui a adopté notre position et qui vous encouragera à ne faire qu'une participation employeur pour un contrat. De ne pas vous répartir la charge
d'un agent à un autre. Votre agent qui est sur 3 collectivités, vous ne pouvez pas dire moi je prends 5 euros, toi tu prends 5 euros, toi tu prends 5 euros. Non, parce que ça va se faire sur un seul bulletin de salaire. Donc un bulletin de salaire avec 15 euros de prise en charge. Voilà. Cette prise en charge, vous pouvez choisir de la moduler et c'est même ce qui est conseillé. On a reçu sur les premières saisines CST qu'on a vues, on a reçu des modulations, des demandes de modulation qui sont très bien faites, qui souvent collent à cet exemple qu'on vous donne, c'est-à-dire une variance entre le contrat de l'agent, est-ce qu'il est un contrat isolé, duo, famille? Et dans ces cas-là, plus il y a d'agents concernés, plus il y a de membres de la famille concernés et plus je prends en charge au niveau de ma participation employeur, ou des variations en fonction des revenus de l'agent. Attention, là aussi, une différence avec le contrat de prévoyance. Le contrat de prévoyance, plus votre agent gagnait, plus il cotisait et plus son contrat lui coûtait cher. Ici, peu importe que votre agent il gagne 500 euros par mois ou il gagne 2000 euros par mois, il va payer la même chose de son contrat mutuel. Donc, vous ne pouvez moduler que dans un sens qu'on appelle le critère social, c'est-à-dire moins il gagne et plus je lui donne, et pas en sens inverse. C'est pour ça que dans l'exemple de modulation qu'on vous a mis ici, vous voyez qu'un agent qui est entre 0 et 800 euros, on a mis 30 euros de prise en charge. Par contre, l'agent qui gagne plus de 2500 euros, on a mis le plancher minimum à 15 euros. Vous pouvez construire vous-même votre tableau. Ce n'est qu'un exemple qu'on vous donne ici, avec une double modulation, mais vous pouvez ne la faire que dans un sens, vous pouvez ne la faire que dans un autre sens, vous pouvez la faire dans les deux sens, vous pouvez ne pas la faire du tout. C'est à votre choix. Par contre, la bonne participation de l'employeur, elle est importante pour tout le monde. Elle est importante pour l'agent, bien sûr, c'est le premier auquel on pense, parce que forcément, plus l'employeur participe et plus le reste à charge de l'agent va diminuer. Ça l'encourage à prendre une protection sociale, dans un premier temps, mais souvent à prendre une protection sociale complémentaire supérieure. On a des agents qui vont aller vers un régime de base par rapport à l'aspect financier. Si l'agent il sait qu'il a une augmentation de sa participation employeur en fonction de la couverture qu'il choisit, il va étudier la possibilité de mieux se couvrir. Donc c'est un vrai argument social, cette couverture sociale et cette participation employeur. Pour l'employeur aussi, bien sûr qu'elle est importante parce qu'elle permet à tous les agents d'avoir un accès démocratisé à cette protection sociale. Vraiment, j'insiste, on connaît énormément d'agents qui ne se couvrent pas pour des raisons économiques. Donc, c'est important de prendre en charge un maximum pour bien couvrir vos agents. Et bien sûr, ça s'inscrit dans une politique sociale active et moderne. En tant qu'employeur, vous devez de montrer l'exemple des possibilités qui sont offertes à vos agents. Plus vous allez prendre en charge et plus vos agents vont adhérer à ce contrat. Et c'est ce qui fait le lien avec la troisième personne qui est intéressée par cette bonne participation, c'est l'assureur. L'assureur, lui, ce qu'il cherche, c'est pas à augmenter ses prix à tout prix. Il cherche surtout à ce que le contrat il soit stabilisé. Pourquoi? Parce que si les prix explosent, le contrat, tôt ou tard, va tomber. Donc, l'employeur, il n'a aucun intérêt à ce que le contrat tombe et que le CDG relance un appel d'offres. Parce que si le CDG relance un appel d'offres, l'assureur, il n'est pas du tout sûr d'être retenu. Donc, c'est un risque pour lui. Ce qu'il veut, c'est mutualiser les coûts et garder une bonne attractivité sur son contrat durant les 6 années de vie, potentiellement 7, qui peuvent être effectuées. Une fois que tous ces éléments sont choisis, bien sûr, on saisit le CST. Le CST qui est propre à votre collectivité ou le CST du centre de gestion. Je vais revenir sur les dates ultérieurement pour vous rappeler les deadlines pour ceux qui dépendent du CST du centre de gestion. Vous avez un modèle à disposition. On a mis sur ce modèle
uniquement les deux possibilités qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est-à-dire la labellisation et la convention de participation du centre de gestion. Si vous souhaitez lancer votre convention de participation, bien sûr que vous êtes libre de le faire et en aucun cas, on ne vous mettra des bâtons dans les roues à ce niveau-là. Par contre, si vous dépendez du CST du centre de gestion, sachez que le rôle du CST, c'est de faire un dialogue social. Et sur quoi vont débattre les représentants du dialogue social? Ils vont débattre sur un projet. Donc, si votre projet de convention de participation est fait, il faut le joindre à la saisine. Parce que les membres de l'instance vont s'assurer que le cadre légal est respecté, que les agents sont bien couverts, que l'employeur a respecté toutes les formalités qui permettent d'accompagner au mieux ses agents pour pouvoir rendre leur avis. Si vous dites simplement « je saisis le CST pour ma propre convention de participation » mais que vous ne joignez pas le projet, je pense que je travaille depuis assez longtemps avec les instances pour vous dire qu'elles vont rejeter le projet. On a besoin que vous nous envoyiez ces éléments. C'est pas qu'on veut vous embêter, c'est juste que les membres de l'instance ont besoin d'étudier votre projet pour pouvoir se prononcer. Je fais un petit rédit sur ce que vous a dit Julien tout à l'heure sur les contrats groupes. Un contrat groupe n'est pas une convention de participation. Une convention de participation, c'est un appel d'offres que vous avez lancé. Vous avez mis en concurrence plusieurs projets et en fonction d'un critère de notation très strict que vous avez établi, vous avez déterminé quel assureur correspondait le mieux à votre projet. Donc vraiment, attention à ça. Le calendrier du CST. Donc, le prochain CST a lieu le 2 octobre. Les dépôts des dossiers devaient être effectués avant le 3 septembre. Il ne sera plus possible, on a accordé une certaine souplesse pour les saisines de PSC, il ne sera plus possible de les enregistrer puisque les dossiers ont déjà été diffusés aux membres qui doivent en prendre connaissance pour se prononcer. Donc ça veut dire que si vous nous envoyez des dossiers, ça passera au dernier CST de l'année qui est le 27 novembre. À l'heure actuelle, on a reçu 86 saisines pour la protection sociale complémentaire. Donc, j'insiste pour le dernier CST de l'année, pensez à nous envoyer vos dossiers avant le 29 octobre. C'est très important pour nous. On sait qu'on reçoit, sur ce sujet-là, on a à peu près 350 collectivités qui dépendent de notre CST. Donc, ça veut dire qu'à ce jour, j'en ai plus de 220 qui doivent encore nous envoyer leurs dossiers. Donc, vraiment, faites-le avant le 29 octobre parce que forcément, tous les dossiers sont instruits par nos services. On n'est pas 400 dans le service, donc j'ai besoin que mes collègues prennent le temps d'étudier les dossiers. Et si on demande le 29 octobre, c'est qu'il y a une raison. C'est vraiment qu'on a besoin d'avoir le temps d'étudier vos dossiers, de vous rappeler s'ils ne sont pas conformes, de vous aiguiller s'il manque des éléments, de vous accompagner si votre dossier n'est pas finalisé. Voilà, on a aussi ce rôle de conseil par rapport aux instances. Donc, deadline 29 octobre pour le prochain CST de l'année qui sera le 27 novembre. Une fois que le CST a rendu son avis, et j'insiste bien, son avis définitif. Vous voyez souvent dans les calendriers du CST qu'il y a CST1 le 2 octobre, CST2 le 17 octobre. Pourquoi ? Parce que si votre avis est rejeté à l'unanimité des membres du collège des représentants du personnel en première instance, il doit être réexaminé le 17 octobre en séance 2. Une fois que l'avis 2 est rendu, vous faites ce que vous voulez faire, c'est-à-dire vous suivez ou vous ne suivez pas l'avis du CST. C'est un avis préalable. Par contre, vous ne pouvez pas vous prononcer avant que cet avis définitif soit rendu. C'est très important. Si vous ne suivez pas l'avis du CST, vous avez 2 mois pour informer les membres du CST que vous ne suivez pas leur avis et bien sûr, vous devez motiver cette absence de suivi d'avis. Si vous suivez l'avis ou si vous ne le suivez pas, vous pouvez ensuite délibérer. Et dans ces cas-là, vous avez 2 modèles qui ont été mis en ligne pour vous faciliter la vie, un modèle de délibération pour adhérer à la convention du centre de gestion et un modèle de délibération pour prendre la labellisation.
Si vous prenez une convention propre, vous pouvez très bien prendre le modèle de délibération de la convention du centre de gestion. Par contre, pensez à la modifier. Si vous adoptez une délibération convention centre de gestion, ça veut dire que vous adoptez celle du CDG, pas une convention propre. Donc, pensez vraiment à relire les documents et à les adapter à votre besoin. Et ensuite, on va revenir sur l'adhésion de la collectivité. Allez. Je repasse la main à Julien. Alors, de retour. L'adhésion de la collectivité. Oui, alors on y voit un petit peu plus clair depuis quelques temps sur comment ça va se passer. Et on va être sur des mécanismes qui sont différents de ceux qu'on a connus pour la prévoyance. Pour la prévoyance, vous vous rappelez, on n'avait fait que du format papier, finalement. Et les services de Collecteam se sont retrouvés sous l'eau pendant 2 mois à ne plus pouvoir respirer pour gérer le quelques milliers de bulletins d'adhésion qui leur ont été transmis, sans compter ceux d'autres centres de gestion ou d'autres grosses collectivités qu'ils peuvent avoir dans leur giron. Donc, ils ont un petit peu changé leur fusil d'épaule, ils se modernisent et ils passent à de l'adhésion dématérialisée pour le meilleur et pour le pire. Donc, on a beaucoup de collectivités qui accueillent ça plutôt d'une bonne oreille, d'autres un peu moins favorables parce qu'elles savent que leurs agents ne sont pas hyper, on va dire, efficaces sur la dématérialisation et qu'elles vont devoir prendre le relais à leur place. Alors effectivement, il va falloir composer des fois avec la fracture numérique. Sachez que il y a toujours la possibilité d'avoir un bulletin papier, mais ce n'est clairement pas la forme souhaitée. Donc, alors comment ça fonctionne ? Alors, Charline vous disait délibération. C'est un petit peu la fin du processus d'adhésion. Et cette délibération, vous allez l'envoyer au centre de gestion et du coup, je vais la recevoir. Du coup, je vais acter votre volonté d'adhérer à la convention de participation. Et dans notre espace, parce que le CDG aura également un espace, dans notre espace CDG Collecteam, nous allons du coup pouvoir vous enregistrer et vous faire parvenir via un bouton un formulaire d'adhésion que vous recevrez par mail. Voilà, donc vous recevrez un mail vous invitant à suivre la procédure d'adhésion de la collectivité. On n'est pas encore sur l'adhésion de l'agent, on est d'abord sur l'adhésion de la collectivité. Donc vous recevez ce mail. Voilà. Vous recevez ce mail, vous avez la possibilité du coup de répondre, d'accepter l'adhésion, et du coup nous allons recevoir ce formulaire. Et nous allons ensuite valider définitivement l'adhésion de la collectivité et vous enregistrer dans les bases de données. Voilà. En gros, c'est un simple échange de mails avec un bouton sur lequel cliquer. Donc jusque-là, on est plutôt, je dirais, dans un pas vers l'avant. Là où ça peut devenir peut-être un peu plus problématique, ça va être sur l'adhésion de l'agent. L'adhésion de l'agent, elle est également numérique et elle se fait par l'envoi d'un formulaire d'adhésion depuis votre espace personnel employeur. Donc vous enregistrez votre agent dans votre espace personnel employeur. Et du coup, vous cliquez sur un bouton qui sera également présent dans cet espace et l'agent va recevoir un pop-up, un mail, et il faudra qu'il le remplisse ces informations personnelles auxquelles vous n'avez pas forcément accès, qu'il remplisse surtout s'il adhère seul, en famille, en duo, s'il choisit le régime de base, le régime 1, le régime 2, voilà. Et il validera son adhésion et ce qui va alimenter votre base de données. Alors, c'est des choses sur lesquelles on reviendra pour les agents au niveau des réunions territoires, mais on va vraiment privilégier l'adhésion dématérialisée. Donc voilà, alors ça c'est typiquement ce que va recevoir l'agent. Voilà, c'est donc vous voyez, sélectionner l'employeur, l'adhésion, la date d'adhésion, numéro de sécu, tout ça. Et c'est voilà, une fois que c'est complété, l'agent devra aussi joindre. Alors c'était quoi ? C'était son. Vous savez, il y a un document qu'on télécharge sur Amélie que vous devez récupérer d'ailleurs pour toutes
type d'adhésion en mutuelle santé, peu importe que vous soyez en labellisation, il y a un document à récupérer. Comment ? L'attestation de droit, voilà, une attestation Amélie, donc l'agent devra la récupérer sur son espace personnel Amélie et la joindre à son formulaire d'adhésion dématérialisé Collectim. Voilà. De toute façon, c'est obligatoire, quoi qu'il arrive, cette affaire. Voilà. Alors, comment adhérer? Donc, si l'agent n'a aucun contrat complémentaire santé, l'agent renseignera son bulletin d'adhésion en ligne, validera, et il sera du coup couvert. Si par contre l'agent est déjà adhérent à un contrat de complémentaire santé individuel, à ce moment-là, il devra résilier son contrat individuel par courrier recommandé accusé-réception. Résiliation possible en cours de contrat. Alors ça, c'est vraiment super important. C'est vraiment super important parce qu'on n'est pas sur des mécaniques qui sont identiques à celles de la prévoyance. Vous vous rappelez, en prévoyance, il était nécessaire pour l'agent de résilier son contrat individuel au moins 2 mois avant le 1er janvier 2025. Donc en gros, il devait résilier son contrat avant le 31 octobre. Et s'il ne le faisait pas, eh bien, il n'allait pas pouvoir souscrire au premier jour d'entrée en vigueur du contrat pour la prévoyance. Pour la santé, on a d'autres réglementations. C'est ce qu'on appelle la résiliation infra-annuelle. L'agent, comme pour un forfait mobile, c'est exactement la même chose. L'agent peut résilier son contrat, par exemple, le 15 du mois et souscrire à un nouveau contrat pour le 1er du mois d'après. Donc, on a une véritable souplesse. De changement de contrat d'un contrat à un autre. C'est la raison pour laquelle, et ça ne vous a pas échappé, nous n'avons pas fait de réunion territoire à destination des agents en septembre. Alors les collectivités n'étaient pas prêtes, vous en faites peut-être partie, vous n'avez peut-être pas encore décidé de façon claire et univoque sur quelle modalité vous alliez partir. Vous n'avez peut-être pas encore sondé vos agents, vous n'avez peut-être pas encore procédé à un dialogue social abouti, et du coup, vous ne savez pas si vous prenez la convention de participation ou si vous partez en labellisation. Donc, on n'allait pas faire des réunions agents à des collectivités pour qu'elles envoient leurs agents, ne sachant pas si ces derniers allaient pouvoir souscrire pour de vrai ou non. Donc, c'est quelque chose qu'on a bien compris et qu'on a tout à fait... Voilà, c'est tout à fait normal. Donc, on s'en est rendu compte un peu tardivement, mais du coup, on a modifié notre calendrier et on se déploiera en novembre. Alors, j'espère pouvoir vous communiquer un calendrier de tournée la semaine prochaine. Donc, si jamais vous faites partie des collectivités, on va dire, qui a en effectif beaucoup d'agents, c'est-à-dire membres du club expert, vous avez dû recevoir un mail de ma part vous invitant à vous positionner sur l'intérêt d'une réunion dans vos locaux. S'il vous plaît, essayez de me répondre avant la fin de la semaine, que je puisse embrayer sur un planning. Voilà. Et si vous n'êtes pas intéressé, vraiment dites-le moi, comme ça je le sais, et je peux le prendre en considération. Voilà. Alors, les frais de gestion du CDG, parce qu'il y en a. On a choisi un modèle identique à la prévoyance, c'est-à-dire en gros 1,1% du montant total des cotisations versées à l'assureur. C'est exactement la même chose que pour la prévoyance. On a instauré un plancher de 50 € minimum qui correspond en réalité à l'investissement que l'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui et que l'on fera jusqu'au 1er janvier. En tout cas, globalement, c'est ça. En temps et en niveau d'expertise, et au niveau de l'appel d'offres. Voilà, ça correspond en gros sur la durée de vie du contrat à ça. Et ce sera facturable même en l'absence d'adhésion des agents. C'est-à-dire à partir du moment où la collectivité adhère au dispositif, même s'il n'y a aucun agent qui souscrit, vous serez facturable à hauteur de 50 € annuellement. Voilà. C'est pour la mise à disposition de l'offre contractuelle. Et aussi pour tout l'accompagnement qu'on sera éventuellement amené à faire au cours de la durée de vie du contrat, les dialogues qu'on sera amené à opérer auprès de l'assureur en cas de mise en... Enfin, si jamais on met en... Je vais y arriver, pour la clause de révision tarifaire, si jamais on doit négocier avec eux. Voilà pour les frais de gestion.
facturable une fois par an, du coup, avec révisé l'année suivante en fonction du réel. Le paiement des cotisations. Donc les appels à cotisation sont établis trimestriellement à terme échu. Je pense que Collecteam vous donnera également la possibilité de le faire mensuellement, comme pour la prévoyance. Vous recevrez un appel de cotisation récapitulant l'effectif des agents pris en considération. Les modalités relatives au calcul des cotisations figurent dans les conditions générales et particulières du contrat auquel vous allez souscrire. Elles seront mises à votre disposition, bien entendu. Pour les mouvements de personnel en cours de mois, l'adhésion débute au premier jour du mois en cours et la radiation prend effet au dernier jour du mois en cours. Mois cotisé, mois couvert. Voilà, même si vous arrivez au 15 ou même au 20 du mois. Voilà. Et d'ailleurs, si vous partez au 15 et si vous avez versé votre cotisation avant le 15, eh bien, évidemment, vous serez couvert jusqu'à la fin du mois. On va arriver doucement à la fin. Je sais qu'on a dépassé l'horaire, mais on a quasiment terminé. Petit exemple que vous avez vu également en prévoyance. Je rappelle que la participation de la collectivité est une participation brute qui est considérée comme un avantage en nature et qui du coup est sujette à cotisation sociale. Donc c'est des choses qu'il faudra probablement prendre en compte dans le paramétrage des paies et on vous invite à vous rapprocher de votre prestataire sur le sujet pour un bon accompagnement. Le déploiement. Alors, à partir de novembre 2025, je viens d'en parler, du coup pour les agents, donc ça sera la semaine du 3. Voilà, j'ai pas pour l'instant plus de data là-dessus à vous transmettre. En tout cas, on va essayer de se répartir de la façon la plus cohérente possible par rapport aux volontés d'adhésion des collectivités. Si on a des secteurs entiers où on n'a aucune collectivité qui demande la convention de participation, eh ben on mettra peut-être un peu moins de poids de ce côté-là et on ira un peu plus évidemment présenter le dispositif là où les agents auront besoin d'informations. Voilà. Donc on va essayer de rendre tout ça pertinent et cohérent. On a pas mal pour l'instant de disparités sur le sujet. J'attends impatiemment de vos nouvelles. Pour finir, le CDG communique, en tout cas le plus possible, par mail, par newsletter, par lettre d'information sur notre site. Donc voilà, restez vigilants, avec un A d'ailleurs, vigilant. Donc voilà, et surtout dans les semaines à venir, restez connectés. Pour finir, on a mis en place des outils à votre disposition. Donc, il y a déjà des modèles en téléchargement, notamment au niveau des saisines. Charline en a parlé. Les saisines et délibérations, modèles de délibération, modèles de convention également de gestion qui vont gérer les frais de gestion. Vous avez aussi la liste des contrats labellisés. Vous avez les décrets pour les sources juridiques. Vous avez également un tableur fait maison. Donc, j'ai fait au mieux pour essayer de vous proposer un outil qui permet des comparaisons de garanties. Vous avez, qui sont référencées dessus, en gros, les garanties, on va dire, les plus connues, celles qu'on va retrouver de façon quasi systématique, tout contrat confondu. Voilà, il y a les consultations généralistes, spécialistes, vous avez un peu de dentaire, un peu d'optique, l'hospite. J'ai essayé de recenser du remboursé sécu, non remboursé sécu. Évidemment, ça ne tient pas compte par exemple, des garanties d'assistance, ça ne tient pas compte des services annexes, ça ne tient pas compte de tout ce qu'on va pouvoir trouver, mais ça permet déjà d'avoir un premier niveau de lecture peut-être pertinent, et vous avez la possibilité de faire switcher les menus déroulants, j'en suis très fier, je ne le cache pas, en socle, renfort 1, renfort 2, et en isolé duo famille, pour voir comment ça va s'agencer par rapport au tarif de votre contrat en cours. Voilà, donc n'hésitez pas à jouer avec les paramètres, n'hésitez pas éventuellement à m'envoyer un mail si vous avez du mal avec le fichier. J'espère qu'en tout cas vous l'avez utilisé ou que vous allez l'utiliser ou que ça va vous aider. Voilà. Et le contact. Donc le formulaire de contact, à la fois CDG et Collecteam. Alors je sais,
J'ai un peu honte. Je sais que le numéro de téléphone qui est sur votre gauche, le mien en fait, hein, c'était pas le bon. Et tout le monde me disait que on tombait sur un petit papy qui doit être quelque part. Le pauvre, il a dû recevoir pas mal de coups de téléphone pour des, pour des informations sur la mutuelle santé. Il a pas dû comprendre. Donc on l'a modifié. Donc voilà. Donc c'est celui-là le bon. Et si vous tombez sur un monsieur, ben, sachez que c'est pas le bon. Voilà. Et vous avez le centre d'appel Collectim pour les agents et pour les gestionnaires ressources humaines. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux, surtout en ce qui concerne le contenu des garanties. Vous savez, toutes les garanties que j'ai eu beaucoup de mal à vous expliquer. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux, c'est leur métier. Donc là, ils sauront rentrer dans le détail de la couverture en elle-même. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires ? Pas de questions, donc on a bien dépassé l'horaire. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Si vous souhaitez des compléments d'information, téléphone, mail, évidemment, j'essaie de répondre au plus vite et du mieux possible. Je vous souhaite du coup une bonne fin de journée, enfin une bonne journée plutôt avant d'arriver à la fin, et à très bientôt. Merci beaucoup.